Sur la télévision panafricaine C360, bonjour à tous et bienvenue dans le débat, bien sûr, en ce qui concerne l'espace AES 4 sur table. C'est tous les samedis matins quand ils sont 10 h. Et ce matin, nous sommes avec vous. 3 cartes sont sur la table. La première, conclusion des États généraux sur la décentralisation. Nous sommes au Burkina Faso. Quelle analyse? Deuxième carte, ajustement des jours fériés et chômés. Le gouvernement burkinabé veut réduire le manque à gagner. Et troisième carte, destination Burkina Faso désormais, gratuité de visa pour tous les Africains. Pour en parler, nous sommes avec Roslin Ouedraogo, il est juriste fiscaliste. Monsieur Ouedraogo, bonjour. Bonjour. Deuxième invité, Dr Bruno Gatin, sémioticien, enseignant-chercheur. Docteur, bonjour à vous. Bonjour Simon, bonjour à tous. Docteur Gaoussou Nebié, sociopolitologue, enseignant-chercheur également. Docteur, bonjour. Bonjour Monsieur Oussou, bonjour à tous. Docteur Ido Kwama, sémiopolitologue, enseignant-chercheur. Docteur, bonjour à vous. Bonjour Monsieur Oussou, bonjour à tous ceux qui prennent le plaisir de nous suivre chaque samedi sur ce plateau. Après les consultations régionales organisées du 25 au 27 août dernier, 181 participants issus de la présidence du Faso, de la primature, de l'Assemblée législative de transition, des départements ministériels, d'organisations non gouvernementales, d'universités, des structures communautaires, des cadres du ministère de l'administration territoriale et de la mobilité urbaine étaient réunis à Ouagadougou du 10 au 12 septembre 2025 pour les États généraux sur la décentralisation. Plusieurs points ont été abordés, notamment la décentralisation et la déconcentration, transfert des compétences, gouvernance locale et développement endogène, fonction publique territoriale, le financement et de la décentralisation. Alors, au regard donc des différents points abordés, on va faire un tour de table, chacun aura maximum 1 minute. Est-ce qu'aujourd'hui, il était nécessaire de refonder ou de reformer la gestion de l'administration au Burkina Faso? On commence par vous, Dr Bruno Gatin. Merci beaucoup. Et pour aller très vite, je dirais même que c'était un impératif et qui a retardé, donc le manque de mise en œuvre a retardé en fait notre processus de développement. Et aujourd'hui, je crois que nous ne devons pas rater l'occasion, nous ne devons pas rater l'espace actuellement qui nous est donné pour en fait aller dans ce sens-là. Il faut dire que la décentralisation, c'est d'abord un outil qui répond aux besoins du développement des masses. C'est-à-dire c'est le développement par la base. Et ça correspond à nos contours socio-culturels. Le développement de la communauté par la communauté elle-même. Or, jusque-là, le développement a été conçu de façon pyramidale. Donc, et ce sont des tas de l'administration coloniale. Il faut dire que la décentralisation s'inscrit également dans la dynamique de la souveraineté. On ne peut pas être souverain si c'est une groupuscule qui doit garder le pouvoir et indiquer comment la marche doit être suivie. Et ça permet de décongestionner l'administration centrale et l'organe politique central. Et aujourd'hui, c'est très important parce que s'il y a des lenteurs dans l'administration, dans la mise en œuvre des textes et autres, c'est parce que le nombre de ressources humaines qui doivent les mettre en œuvre est très minime. Et la décentralisation vise à décongestionner tout cela. Mais il faut dire qu'il doit être fondé sur des variables pertinentes. C'est d'abord, ça doit être accompagné d'une déconcentration. Je suis d'ailleurs heureux que dans le texte, on puisse mentionner cela en amont. La décentralisation ne peut avoir du sens qu'à partir d'une déconcentration réelle. C'est-à-dire, l'administration, les services de l'administration centrale doivent couvrir un peu de tout le territoire. Ça, à partir de là, on va passer à une réappropriation justement de ces outils-là qui devient un peu de la décentralisation. Mais il faut des ressources en fait compétentes, des hommes et des femmes qualifiés pour en fait mettre cela en œuvre. Sinon, ça occasionne soit le désordre, c'est-à-dire des incompétents qui se mettent à décider de faire tout de n'importe quoi, ou soit ça crée de l'immobilisme parce que ne sachant pas quoi faire, les gens peuvent se recroqueviller derrière en fait les textes en fait, de notre loi fondamentale. Il faut dire qu'il faut créer un cadre juridique intelligent. Que les juristes me pardonnent. Ça ne veut pas dire que le cadre qui n'est pas là n'est pas intelligent, mais la plupart du temps, il reste un peu hors sol par rapport à nos réalités, à nos communautés de base. Donc, un organe de suivi de la décentralisation peut être mis en place pour suivre en fait le processus pendant un bout de temps. Et pour finir, je dirais qu'il faut reconstruire la notion du pouvoir dans l'administration locale si elle conserve l'architecture
et les tares donc, de l'administration coloniale et qui se manifestent souvent dans l'administration centrale aujourd'hui, en réalité, on n'irait nulle part. L'administration locale doit être fondée sur la notion du service. Le chef ne doit plus être comme ce ministre, ce SG, ce directeur à qui on court derrière pour prendre le sac et qui s'accroche à ses avantages, mais celui-là qui se débarrasse de ses vestes pour se trousser des manches et être au milieu de la population pour servir. Autrement, il faut reconfigurer le logiciel de manière à ce que chacun se dise, une fois que je suis compétent, j'ai des compétences, je puisse les mettre au service de la localité et non l'inverse, être assis comme un chef auprès de qui on doit faire des allégeances. Merci. Monsieur Drago. Je pense que les États généraux aujourd'hui, pour moi, c'est un cadre d'évaluation parce qu'il faut dire que la notion de la décentralisation n'est pas une notion nouvelle. C'est une notion qui est déjà implémentée au Burkina Faso. Et on parle de déconcentration une fois de plus. Oui, même la déconcentration, ce sont des concepts qui existaient. Il y avait la décentralisation et il y avait la déconcentration. La déconcentration, c'est le fait, en tout cas pour l'État, de pouvoir transférer, de pouvoir se décharger de certaines prérogatives et de les transférer vers des collectivités. Vous allez voir, par exemple, dans le cadre de la décentralisation, vous voyez que l'État, en tout cas, l'idée de décentraliser, c'est l'idée d'enlever entre des mains du pouvoir central tous les pouvoirs. C'est permettre à ce que l'État puisse déléguer, il puisse dévoluer certaines compétences à certains de ses agents sur le terrain de façon locale. En vérité, toutes ces choses-là permettent en tout cas l'émulation. Comme le docteur l'a dit tout à l'heure, il faut dire que c'est une politique de développement à la base. Et je crois que dans le régime dans lequel nous sommes actuellement, l'idéologie dans laquelle nous prenons actuellement, il faut faire en sorte que les populations à la base puissent s'approprier leur propre développement. Et je crois que la réflexion, c'est de voir comment est-ce qu'on transfère cela. Comment est-ce qu'on alloue, on permet à ces structures déconcentrées et décentralisées, on leur donne la capacité, on leur donne les moyens, les ressources pour pouvoir fonctionner. Et je crois aussi que les États généraux permettront de voir est-ce qu'il n'y a pas de chevauchement de pouvoir, est-ce qu'il n'y a pas des organes qui ne marchent pas, et s'ils ne marchent pas, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut corriger. Et pour moi, c'est très important. Lorsqu'on parle d'États généraux, c'est faire l'état des lieux. C'est essayer d'analyser, c'est essayer de critiquer au regard des objectifs qui étaient assignés. Est-ce que les objectifs sont atteints? Qu'est-ce qu'il nous faut aujourd'hui pour que nous puissions atteindre ces objectifs-là? Permettre à ce que les questions de lenteur de l'administration puissent être résorbées au maximum et rendre beaucoup plus efficace le service public. Alors, cet état des lieux dont vous parlez tout à l'heure, est-ce que c'était nécessaire aujourd'hui en ce qui concerne l'administration locale? Bien entendu, parce que ça ne marche pas. Si vous regardez, vous allez voir que le développement, il y a un hiatus entre nos villes et puis les régions, les provinces, etc. Donc, alors que la décentralisation a pour but, en tout cas, de promouvoir un développement à la base. Est-ce que la répartition des ressources fiscales, par exemple, sont faites de façon à ce que les collectivités puissent être autonomes? Est-ce que la répartition des ressources humaines permettent aujourd'hui à ce que ces collectivités locales-là puissent entamer un développement endogène adéquat? Est-ce qu'on avait une vision même cohérente de cette chose-là? Donc je crois qu'aujourd'hui, l'état des lieux, ça permettra d'examiner, ça permettra de dégager les insuffisances et d'impulser un souffle nouveau. Docteur Ido. Oui, et je pense que c'est un très grand projet qu'il faut saluer. C'est même plus que nécessaire. Mais il faut même dire que ce n'est pas lié même au contexte d'insécurité, mais il faut voir maintenant l'après-guerre. Parce que cette guerre-là, on l'a pratiquement gagnée. Voilà. Et je pense qu'il était de bon ton que l'on puisse regarder ce qu'on pourra faire pour un développement durable pour nos campagnes et nos villes. Il faut retenir que depuis longtemps, les problèmes que le Burkina Faso a connus sont majoritairement liés à cette notion, cette question, ce concept de décentralisation et de déconcentration. Il ne faut pas se voiler la face. Ce sont des outils impérialistes, ce sont des termes impérialistes
qui accompagne la démocratie. Et malheureusement, tout ce qu'on a eu comme conflit intercommunautaire, les conflits entre éleveurs et agriculteurs, les conflits fonciers, tout ça là, le chômage, la corruption, le détournement, c'est ça. Parce qu'on a mis des gens à la place qu'il ne fallait pas. Mais ils sont allés nourrir l'amitié, le clanisme, et ça fait que rien ne marchait pratiquement dans nos villes et nos communes, nos villages. Ce qu'il faut retenir, moi je n'attendais plus qu'on appelle déconcentration ou décentralisation. Est-ce que ce n'est pas aussi l'applicabilité qui était remise en cause? Oui, mais quand c'est comme ça, quand vous cherchez votre femme, vous allez divorcer, il ne faut plus prendre encore une femme qui a le même nom. Il faut qu'on soit sérieux. Il faut dire que c'est la réorganisation de l'État. Même si on a décentralisé ou déconcentré le pouvoir central, c'est le même pouvoir central qui se retrouve dans une commune ou dans un village. Donc, il faut que les gens comprennent que les concepts-là sont dangereux et contiennent des sens très cachés. Moi, j'étais prêt qu'on dise aujourd'hui que c'est une réorganisation de l'État au lieu de dire que c'est une décentralisation ou une déconcentration. Ce qui nous a fait mal depuis longtemps, on continue de vouloir utiliser ces mêmes termes-là pour évoluer. Moi, je ne suis pas très d'accord. Il faut réellement regarder. Moi, je salue l'idée. Quand je prends par exemple le rôle d'un gouverneur, d'un haut commissaire, d'un préfet, d'un maire, il faut regarder. Est-ce que souvent, lors des activités, quand vous invitez un gouverneur, un haut commissaire ou un préfet, souvent même il y a confusion souvent de... conflit d'intérêts. D'intérêts ou bien de prix de position. Puisque tout le monde représente l'État. Dans la même région, dans la même collectivité, finalement, il y a des conflits de leadership. Il faut qu'on définisse à partir de maintenant clairement le rôle d'un gouverneur, le rôle d'un préfet, le rôle d'un maire, le rôle d'un PDS. C'est vrai, j'ai vu que les PDS seront désormais nommés. Il faut le faire, parce qu'aujourd'hui, c'est que nous vivons. Nous qui sommes souvent dans les tournées pour souvent communiquer sur des conférences, nous voyons souvent des PDS en réalité qui sont dans la sournoisie. On ne sait pas comment ils se sont débrouillés pour être à cette place, mais en réalité, ils ne favorisent pas le travail pour ceux qui veulent réellement accompagner la dynamique. Ce sont des questions sur lesquelles on va revenir tout à l'heure. Je pense qu'il faut réellement revoir la question de l'androgénéité. C'est bien. C'est très bien d'en parler parce que... Mais il ne faut pas que les gens voient l'androgénéité comme des projets de financement. C'est ça. Docteur, mais il faut regarder, au-delà de cela, les valeurs culturelles que nous devons réellement cultiver. Permettre aussi à Dr Garoussou Ndébié de réagir rapidement par rapport au sujet avant qu'on ne vienne concrètement sur le fond en ce qui concerne donc les décisions qui ont été prises. Dr Garoussou Ndébié. Merci. Et je pense que quand on prend de la décentralisation, et effectivement, comme les autres l'ont souligné, c'est un concept qui a existé, qui a été forgé et importé ici comme la démocratie libérale. On le sait très bien. Et nous savons également que la décentralisation est venue dans un contexte où les pays africains également cherchaient, de manière théorique, comme ils l'ont soutenu, à impulser le développement depuis la base et à faire en sorte que l'État puisse quand même céder un certain pouvoir aux populations à la base. Et en les permettant donc en faisant en sorte que l'administration soit proche de l'administré. Et également qu'à travers donc qu'il y ait la participation citoyenne, le développement par la base et depuis la base et à la base. Je pense que c'est un certain nombre d'objectifs qui ont été consignés dans le Code général des collectivités territoriales. Et nous sommes passés à la communalisation intégrale depuis 2002. Voilà, avec la création de plus de 350 communes. Et aujourd'hui, nous avons vu de manière pratique sur le terrain que quand même l'idée, quand on prend, c'est comme la démocratie, l'idée est bien belle. Et en tout cas, quand on lit, c'est bien beau, les textes, c'est véritablement, on sentait que le développement allait être au rendez-vous. Et on allait véritablement sentir l'implication réelle des populations. Mais le conseil à main, c'est tout autre chose. Quand on va sur le terrain, ce qu'on voit est en déphasage avec les beaux textes. On ne peut pas continuer dans cette hypocrisie, c'est certain. Parce que si on continuait dans cette logique, on allait continuer donc à renforcer les conflits entre administrés et administrateurs.
entre les administrateurs eux-mêmes à la base. On voit des conflits communautaires, on voit des conflits de compétences, des conflits... En tout cas, c'est la logique électoraliste au niveau national, le jeu politique au niveau national a été déporté et dupliqué au niveau local. Et on a vu les conséquences. Au niveau national, la démocratie... Ce n'est plus l'intérêt donc des populations à la base qui sont recherchées. Parce qu'au niveau national, on n'a jamais vu cette démocratie, c'est-à-dire la décentralisation, on déporte la démocratie au niveau national, au niveau local. C'est juste ça. Mais on a vu les conséquences. Au niveau national, les pays africains, personne ne peut nous dire de manière empirique qu'il y a le développement. Ça, c'est un fait. Et c'est la même chose que nous avons dupliqué au niveau local et on s'attendait au développement. Je pense que c'était de l'hypocrisie. Mais bon, comme il y avait des financements, et il y a même des confusions de pouvoir, de sorte que la lutte même pour les positionnements au niveau local l'emportait sur les objectifs réels de développement et d'épanouissement des populations. Le constat est amer. Donc il était temps que le président actuel, si on laissait ce temps-là passer, on n'allait même pas revenir, on n'allait pas pouvoir revenir en arrière. Il était temps qu'on réfléchisse sérieusement sur cette question. Et quand j'ai lu les conclusions, je me suis rendu compte qu'on ne parle même plus de décentralisation dans la réalité. Et donc j'appelle, pour ne pas oublier, il faut même remettre en cause ces textes de CGT, Code général des collectivités territoriales et autres là, parce que si on doit nommer des PDS, ça veut dire qu'il n'y aura plus de maires élus. À la limite, s'il n'y a pas de maires élus, il n'y a plus donc de conseillers élus, les conseillers locaux. Donc, ça veut dire qu'automatiquement, on ne parle plus. Donc, l'État va nommer les administrateurs. Ceux qui vont gérer, ce sont les PDS. Donc, ça c'est, puisque vous en parlez, oui. on entre directement dans le fond. Okay. En ce qui concerne les conclusions, on parle donc d'augmentation du nombre donc, de conseils municipaux, l'élargissement. Okay. Il y a aussi, vous parlez de la nomination du président de la délégation spéciale en cas de délégation spéciale. Il faut notifier. Okay. En cas de délégation spéciale. Il y a aussi l'autonomisation donc des arrondissements, puisque avant, lorsque vous prenez le niveau commune, c'est donc le maire au niveau commune qui autorise le financement avant que l'arrondissement ne puisse exécuter le budget. Et maintenant, que ce soit dans tous les arrondissements, le financement, la gestion, tout est laissé donc à l'appréciation du maire d'arrondissement. Et aussi le personnel, le recrutement du personnel. C'est-à-dire maintenant au niveau régional. Donc ce sont quelques décisions, quelques conclusions qui sont donc prises par les recommandations, qui sont transmises d'ailleurs au gouvernement pour validation. Oui, c'est vrai qu'on parle toujours de conseil municipal et il est certain que ce soit puisque ce sont les conseillers qui se réunissaient après avoir élu les conseillers choisissent entre eux le maire. C'était comme ça. Et maintenant, aujourd'hui, on dit en cas de délégation spéciale, ce sera maintenant pour l'État va nommer, donc, comme il l'a toujours fait, donc les PDS, les présidents de délégation spéciale. Maintenant, est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes réellement prêts à repartir dans les anciennes logiques? Il faut effectivement voir beaucoup plus les questions de développement en les posant les questions de manière claire et assumée. Puisque si nous disons en cas de, c'est comme si on a toujours l'intention de revenir, si ce n'est pas possible, à cette logique électoraliste avec toutes les confusions que nous avons constatées depuis longtemps. Moi, je pense, on peut nommer les délégués, les présidents des délégués, on continue dans cette logique, on nomme, en tout cas, on nomme les PDS. Maintenant, on peut, avec des critères bien définis, de sorte qu'ils ne soient pas totalement déconnectés des zones des collectivités qu'ils doivent administrer. Que, également, on fasse en sorte que les conseils municipaux là, ceux qui doivent faire partie de ce conseil, on a parlé de la jeunesse, des femmes, des organisations doivent être mises en place pour que ce sont des éléments, des gens crédibles, même avec élection ou pas, qui doivent accompagner le PDS pour gérer les communes. Mais je salue déjà ce qui est déjà fait au niveau des grandes villes comme Ouagadougou. Avec les arrondissements, ça veut dire que tant qu'on ne va pas autonomiser les arrondissements, qui sont plus grands que certaines communes rurales, ça veut dire qu'on continue de laisser la possibilité, c'est donc la commune urbaine, comme Ouagadougou ou Bobo devient un État dans un État. Donc il faut casser cette logique. Docteur Guyatin, alors tout à l'heure,
l'heure, j'énumérais quelques donc, conclusions. Il faut ajouter aussi la sécurisation foncière des investissements, une meilleure répartition donc, des fiscalités, je le notifiais, et l'approfondissement des réflexions entre forces de défense et de sécurité et pour la définition des attributions donc, de la commission sécurité de défense. Ce sont donc quelques points essentiels qui ont été notifiés et qui sont transmis donc, au gouvernement pour validation. Votre appréciation? Mais l'idée, la visée est toujours en fait salutaire. C'est la mise en œuvre souvent qui demande en fait un certain approfondissement et un certain ajustement, et souvent même un changement de paradigme. Mon collègue a commencé à l'aborder, c'est-à-dire le mot de désignation en fait de ces différentes représentations locales. Si on doit toujours continuer à battre campagne, aller se faire élire individuellement pour venir, je ne pense pas. Puisque nous voulons partir sur des contours socio-culturels, il faut voir un peu comment en fait nos contours socio-culturels désignent leurs représentants. On peut partir sur cette base-là. Et pour permettre à l'État de rester l'organe central de tout ça, je suis d'accord avec lui, l'État peut regarder à travers un certain nombre de critères, nommer quelqu'un à la tête de ces entités. Maintenant, ceux qui doivent l'accompagner doivent être les fils de la localité, les fils et filles de la localité, mais non pas élus sur la base de ce que nous connaissons. On trouve un mot de désignation qui correspond en fait à notre imaginaire. Ça, c'est quelque chose de véritablement important. Maintenant, sur l'autonomisation en fait de ces entités, il va falloir aussi définir les paradigmes qui vont les guider. Parce que si on permet à un Kidam de battre campagne et de devenir un maire d'arrondissement, alors qu'il dispose désormais d'un pouvoir en fait énorme, important, en fait, on risque de créer du désordre comme je l'avais noté avant. C'est-à-dire qu'il faut redéfinir celui qui doit être n'importe qui. Et je souligne, n'importe qui dans nos sociétés ne représente pas le peuple. N'importe qui. Or, aujourd'hui, le mot de désignation permet à toute personne qui veut en fait, de passer par des mailles pour pouvoir devenir. C'est vrai que dans les propositions aussi, les représentants disaient qu'il ne faut plus laisser n'importe qui être maire, parce que quand les maires viennent à la tête des arrondissements, des communes, ce qui les intéresse, voilà, c'est donc les marchés, comment avoir les pourcentages pour pouvoir donc vendre et puis faire. Mais on attend de voir concrètement, voilà, si tout ça, ça sera apprécié par le gouvernement. C'est extrêmement important et je crois que le gouvernement doit, en tout cas, si réellement elle veut donner du sens, il veut donner du sens à ce qui est en train d'être fait, de pouvoir écouter en fait ces propositions. Et moi je finirai par sur le volet la relation entre l'État, le rapport entre le citoyen et l'État. Comment il faut réorganiser ça? Il va falloir que l'État garde ce qui lui revient. Le problème foncier. Aujourd'hui, lorsqu'on regarde, pardonnez-moi, mais c'est toujours quelque peu, souvent des hésitations, souvent dans certains endroits, il y a un peu de désordre. La terre appartient à l'État. Oui. Et je crois qu'aujourd'hui, on doit comprendre ce que ça veut dire. Personne, peu importe que ce soit une entité territoriale locale, que ce soit une communauté, personne ne doit disposer de la terre aujourd'hui. Pour résoudre tous les problèmes, la terre appartient à l'État et c'est à l'État qui désigne, qui attribue la terre aux gens, non pas pour en faire des propriétés, mais pour exploiter, que ce soit à but pour habiter, pour en fait la mise en œuvre d'activités économiques et ainsi de suite. Et l'État doit toujours pouvoir garder la mise sur tout. À tout moment, ça doit pouvoir revenir à l'État. Et je finirai par dire que, et vraiment, dans la collaboration entre les agents de l'État et les agents des collectivités territoriales, il faut définir un cadre véritablement sain qui ne donne pas, en fait, un certain pouvoir aux agents de l'État d'être des chefs au sein de ces localités, mais être des collaborateurs qui travaillent en tandem pour véritablement. Et je crois qu'à ce niveau-là, on va arriver à une sécurisation beaucoup plus intelligente de tout ce qu'on est en train de créer. Docteur Ido, la conclusion, vous l'avez également bien lu, votre appréciation? Oui, je pense que c'est des bonnes propositions. Voilà, mais encore plus que les choses soient faites de façon sérieuse.
Au Burkina, ce que nous avons l'habitude de voir, c'est qu'il y a beaucoup de bonnes décisions, mais malheureusement, il n'y a pas d'hommes courageux autour, dans certaines localités, qui peuvent réellement appliquer. C'est des beaux textes en réalité, mais en réalité, il n'y a pas d'application. Il n'y a pas de compétences. C'est ça qui fait que souvent, on a peur de dire certaines choses. Sinon, le président, je pense que avec IB, on est en train de voir réellement que la machine est en marche. On ne pouvait pas imaginer. En un laps de temps, regardez les conclusions, le développement, les propositions, les changements que le président a pu proposer. Mais on veut que, parce que nous avons vu dans certaines localités, des gens ont été maires parce que simplement ils sont issus d'une famille influente. Parce que c'est le chef de village qui a imposé. Ou une famille princière. Une famille, voilà. C'est ça. C'est pourquoi ces gens-là viennent simplement pour renfouler, pour renforcer, pour simplement s'enrichir. C'est des questions de terre. Comment des maires peuvent avoir 200 parcelles dans une localité? Toutes les boutiques appartiennent à cette même famille. Et je suis d'accord que le recrutement dans les collectivités aujourd'hui soit fait au niveau régional. Que les agents de la mairie soient des gens qu'on peut déplacer d'une mairie à une autre. Ce ne sont pas des gens qui sont sur place et qui restent dans leur poste à vie. Non, il faut réellement que la jeunesse aujourd'hui, qui encourage, on a des jeunes immergés aujourd'hui qui sont déjà pétris d'esprit de patriotisme. Il faut lancer des recrutements et tenir compte de ces gens-là. Encore faut-il que ce qu'on va mettre aujourd'hui devant ces collectivités ou encore la réorganisation, pour moi-même, on attendra que les conclusions sortent de façon concrète, qu'on regarde, et si on va repartir à l'ancien système où les communes existaient, où les gens vivaient sans forcément qu'il y ait maire, qu'il y ait gouverneur, je ne sais pas, puis c'était le cas. Il faut une gestion de collectivité quand même. Oui, non, il n'y a pas de problème. Nous, on attend, puisque c'est des choses qui sont venues récemment. Mais avant, comment les gens vivaient, mais les gens vivaient vraiment en harmonie, en parfaite symbiose. Donc, il faut réellement que les gens soient patriotes. On ne va pas mettre quelqu'un à la tête d'une collectivité qui n'épouse pas l'idéologie de la RPP aujourd'hui, qui n'est pas dans la dynamique actuelle du président Ibrahim Traoré. Nous avons vu, et je le dis, il faut que les gens fassent attention. Vous demandez, vous partez montrer un projet de communication à un PD qui dit non, ah, c'est bon, mais lui il va déployer quand les maires vont venir, c'est eux qui peuvent gérer ça. Pendant que le pays en marche, un PDS attend que quand on va nommer ou bien quand on va élire les maires, dans combien de temps, ça veut dire que c'est des gens simplement qui sont là pour saboter la dynamique. Alors, Roslin Ouedraogo, c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a pas encore totalement les conclusions parfaites. Hein. Il faut que ces textes soient transmis au gouvernement pour validation, mais au regard de ce qui a été constaté, on a vu au niveau de certaines collectivités des tripatouillages. Dr Garçon-Nibi disait c'est la représentation diplomatique de la gestion de l'État qui est transférée au niveau des collectivités. Comment faire pour que toutes ces stratégies-là puissent cesser aujourd'hui, notamment en ce qui concerne les gestions des collectivités? Je pense que déjà, il y a le constat que moi je fais et qu'on fait toujours. Quand vous regardez souvent les textes, que vous regardez souvent nos approches, ce sont des approches souvent scientifiquement qui sont bien élaborées, qui sont souvent très bien conçues, souvent très bien pensées. Mais ce sur quoi nous péchons souvent dans l'application. Il arrive souvent que ce qui a été conçu idéologiquement ne soit pas ce qui est dupliqué sur le terrain. Et tout ça, ça va avec le choix des hommes. Bien souvent, on n'analyse pas sociologiquement, on ne prend pas des dimensions sociologiques, des dimensions anthropologiques, mais on élabore des documents qui, à l'arrivée, deviennent quasiment inexploitables sur le terrain. Je pense que si nous sommes en train de parler de développement local, il faut tenir compte de chaque zone. On ne peut pas appliquer les choses là de façon plate partout. Parce qu'il y a des spécificités d'une région à une autre. Aujourd'hui, par exemple, lorsque j'écoute l'idée même de la révolution, c'est de permettre en tout cas que le pouvoir ne soit pas détenu entre les mains d'une personne. L'idée de la révolution, c'est de travailler à avoir des hommes conscients
des hommes vertueux, des gens qui soient capables d'impulser des dynamiques nouvelles. Donc, dans le choix même des hommes, dans le choix même de l'opérationnalisation des décisions qui ont été prises, les décisions sont bonnes. Notamment, quand vous voyez, on dit au niveau de la région, c'est la région qui doit se... Ça va en droite ligne avec la déconcentration et la décentralisation. Pour moi, ce ne sont pas les thèmes qui sont problématiques. Ce ne sont pas les thèmes. Les thèmes viennent juste expliquer comment les choses doivent se faire. Dans un contexte, on a le contexte où l'État délègue ses pouvoirs. Parce que moi, étant le pouvoir central l'État à Ouagadougou, je ne peux pas me déployer sur les autres régions, sur les autres territoires. Donc, je confie cela à certains de mes collaborateurs à qui je donne des missions claires, qui doivent travailler selon des feuilles de route élaborées selon la vision du chef de l'État. Quiconque n'agit pas selon cette vision, je pense que le chef d'État a toujours, ou bien le pouvoir central, a toujours la capacité de démettre qui il veut. C'est le cas également de la collectivité territoriale. Au niveau des collectivités territoriales, c'est vrai, quelqu'un l'a dit, c'est une approche purement de la démocratie. Parce que c'est l'école de la démocratie. Mais aujourd'hui, dans le cadre même révolutionnaire, la base, c'est là-bas, c'est la base. Le développement doit se faire à la base. Le schéma doit quitter le bas pour aller vers le haut. Donc, c'est les populations elles-mêmes dans leur zone qui doivent concevoir, selon l'orientation du pouvoir central, concevoir le modèle de développement, concevoir les moyens, et vous allez voir, même au niveau du recouvrement, la fiscalité. Il faut que les gens y réfléchissent pour voir quelles sont les niches dans telle commune, parce que si vous voulez aussi développer, il faut voir comment est-ce qu'on finance. Et comment on finance? Il n'y a que les gens de cette région qui savent quelles sont les potentialités économiques, quelles sont les niches qui n'ont pas été exploitées au plan fiscal pour permettre à ce que les administrations, les collectivités territoriales puissent avoir des ressources. Si on n'en a pas, on peut en demander au niveau local. Et je crois que c'est pour ça que la région est là comme étant le chapeau, le coordonnateur de ces choses-là. Et si on donne les pleins pouvoirs à cette région-là, quand je dis plein pouvoir, c'est sous réserve en tout cas des pouvoirs qui lui-même ont été conférés. Donc, si par rapport à ces pouvoirs, elle essaie de nommer. Il faut se dire aussi, ce n'est pas nouveau. Même quand l'État envoyait par exemple les administrateurs, les SG dans les mairies, et tant que vous avez un mandat, vous avez un temps. Tant que vous n'avez pas fini votre temps, on pouvait les démettre. On pouvait changer le SG de telle commune, on pouvait l'amener. Mais maintenant, ça se fait au niveau régional. Ça permettra à la région de voir quels sont ses agents, quelles sont les dépenses et de faire son budget en fonction des postes de dépenses qu'elle aura fait, quels sont les besoins et voir comment est-ce qu'on... Moi, je crois que le schéma, il est bien, mais il faut que nous puissions aller au-delà. Au-delà, c'est sévir. Parce que, comme les gens disent, l'État, ce n'est pas seulement dans la démocratie, même dans la révolution. Parce que quand le pouvoir est entre les mains d'une seule personne, la patrimonialisation du pouvoir, ça devient très dangereux. Donc, il faut avoir des contre-pouvoirs. Voilà donc qui est bien dit. On va attendre que ce document-là soit transmis donc, au gouvernement pour validation. Et après, on reviendra ici encore pour en discuter. Alors, on va passer à la deuxième carte. Deuxième carte, le gouvernement, au cours du Conseil des ministres du jeudi dernier, a décidé d'ajuster les jours fériés et chômés. Jours fériés, pas totalement égal à jours chômés. Nous avons 15 jours fériés et chômés donc, dans l'année au Burkina Faso, ce qui pourrait engendrer un manque à gagner de plus de 67 milliards de francs CFA à l'État. Et donc, le projet permet donc d'ajuster de 15 jours, on passe à 11 jours chômés et fériés. Mais maintenant, les 4 autres jours, ce sera donc des jours fériés, mais il y aura donc le travail qui sera un travail, une journée continue. Certainement, on va travailler donc jusqu'à 14h, 15h. Un décret ou décision du gouvernement viendra à chaque fois donc pour revoir cette situation. Mais ça permettra aussi au gouvernement de pouvoir gagner au minimum 16 milliards de francs CFA. Et donc, alors, est-ce que... 67. Non, les 15 jours permettraient donc de perdre 67 milliards, mais lorsqu'on va réduire de 15 à 11, le gouvernement pourra donc emmagasiner ou encaisser 16 milliards, voire 17 milliards de francs CFA. On dira aussi que c'est une mesure juste ou peut permettre aussi au gouvernement de fonctionner. Dr Gauss Nebié.
Oui, mais je salue cette initiative, hein, parce qu'il faut être clair. Et tout le monde se plaignait de manière objective du fait qu'il y avait assez de jours fériés et chômés. Au Burkina Faso. 15, c'est quand même énorme. On se lève un beau jour, on dit, bon, souvent je ne me rappelle même pas, on me dit qu'aujourd'hui ça ne travaille pas. Bon, à la limite c'était trop. Et donc c'était quelque chose à revoir et c'était le moment aussi. Maintenant, ce que je vais souligner, c'est revoir un peu, il faut qu'on garde les grandes fêtes, en tout cas comme des jours à prendre en compte. Même si ça tombe un dimanche, par exemple, pas comme ça, il n'y a pas de souci. C'est toujours les dimanches. Là, le lendemain, ça travaille. Mais le seul souci, c'est peut-être au niveau du rendement des travailleurs. Parce que quelqu'un qui va passer, on connaît l'esprit africain, tant que ça ne va pas changer là, ça va jouer. Les gens passeront le temps, le jour de fête, sur 48 heures, ils sont actifs, ils se promènent, ils vont saluer des gens. Si c'est une tabaski comme ça, le lendemain au travail, le rendement est très faible. D'accord. C'est peut-être ça le souci. Dr Guatin, je rappelle les 4 jours concernés. Il y a le 1er novembre, il y a le 31 octobre, il y a le 15. Et si je ne me trompe, hein, il y a le 3 janvier, voilà, le 4 août, le 15 octobre, le 31 et le 1er novembre. Oui. Et moi, l'idée, elle est bonne parce qu'elle est fondée sur le modèle de développement actuel. Nous sommes dans la mondialisation où, en fait, le développement économique définit en réalité votre espace de vie sur le monde. J'ai envie de dire qu'il faut aller plus loin. Parce que nous sommes dans une société de travail. Maintenant, ce que je demande, c'est que si on doit travailler, en fait, on grignote sur ces journées-là, il va falloir que les répercussions se ressentent aussi sur le travailleur. C'est en cela que ce que mon collègue a dit, en fait, va avoir tout ce sens. C'est-à-dire que si le travailleur sait qu'en travaillant le jour férié, en réalité, son salaire s'augmente quelque part, en fait, il fera tout pour garder son dynamisme, pour pouvoir travailler. Maintenant, ce que je veux dire, c'est qu'il faut bien savoir que nous ne pouvons pas nous développer en dehors du travail. Nos contours socio-culturels, en fait, nous amènent même à créer, à avoir beaucoup d'espace, même des jours où on doit travailler. Il y a des agents, à 10 h, ils ne sont pas au bureau. À 11 h, ils ne sont pas au bureau. Il y a mon pied qui fait mal. Il y a le pied de mon voisin qui fait mal. Je ne suis pas venu au bureau. Tout ce temps-là, on les rencontre dans l'administration. Il va falloir, si on doit s'inscrire dans le paradigme du travail, en réalité, revoir l'encadrement très rigoureux parce que là même, on va avoir des milliards, j'en suis sûr. Et pour finir, alors, il va falloir qu'on redimensionne la valeur du travail dans l'esprit du travailleur. Aujourd'hui, je pense que de 15 à 11, on n'a pas encore suffisamment fait. On peut aller plus loin parce que quand vous regardez... Même les 4 seront des journées continues. Parce que, vous voyez, parce que, moi je donne un exemple. Si vous prenez le boutiquier du quartier, le dimanche, il ne ferme pas sa boutique. Hein. Le jour même de la tabaski, là, après la mosquée, il vient ouvrir en fait sa boutique. Il faut regarder un peu comment les gens s'organisent. C'est parce que c'est dans l'administration publique ou dans les entreprises privées de grande envergure que les gens veulent travailler comme... En fait, ça c'est encore l'idée de la colonisation. Je crois que même les jours, pour certains jours de fête, on peut quitter, pourvu qu'on redimensionne ça, on peut quitter la prière, on peut quitter les festivités et aller travailler sans problème. Il faut simplement faire comprendre aux gens qu'en faisant ça, ils développent le pays et ils se développent eux-mêmes parce que leur travail... Demandez aux fonctionnaires aujourd'hui, est-ce que vous êtes d'accord pour supprimer la moitié de vos jours fériés et on aura 1% de votre salaire? Je suis convaincu, beaucoup diront oui. Bien. Il faut, moi, je suis un peu, je suis un peu pessimiste sur. D'abord, je ne sais pas comment est-ce qu'on a calculé pour avoir ces chiffres-là. C'est très bon. Regardez, on va regarder après. Vous parlez de quels chiffres? Les milliards, les pertes de 67 milliards de francs et les gains de 17 milliards. Si effectivement on parvenait à récupérer ces 4 jours. Oui. En fait, il faut aujourd'hui dans la dimension révolutionnaire. Pour moi, hein, c'est un paquet. Il ne faut pas choisir
il ne faut pas être en train de choisir. Soit nous sommes en train de concevoir un nouveau système, un nouveau format, une manière de faire, et on s'inscrit dans cette logique-là. Donc ça veut dire, c'est notre société même que nous devons redéfinir de façon générale. Plus concrètement. Plus concrètement, nous sommes dans le sujet des heures. Oui. Quand vous regardez les jours même dits travaillés, combien de heures effectives sont travaillées? Les heures non travaillées, quelles sont les sanctions qui sont valablement imposées? Ce ne sont que des discours. Mais vous allez par exemple dans certaines entreprises, moi, bon, vous voyez, c'est difficile aujourd'hui. Quand vous voulez parler, samedi, dimanche on ne veut aussi plus, sont des jours oui, on ne veut plus parler, on parle de l'impérialisme. C'est pour ça que je dis non, quittez dans ça. Prenons ce qui est bon ailleurs. Ne restons pas dans le tout, c'est venu d'ailleurs, c'est pas endogène. Non. Vous allez, moi je fais certains stages ailleurs, mais quand on dit le travail c'est de 8h à 12h, le travail c'est de 8h à 12h. Vous ne verrez pas des gens, même dans le bureau, l'internet est fait en sorte que tu ne peux même pas naviguer sur ton WhatsApp, sur ton Facebook, sur TikTok. Combien de travailleurs de la fonction privée comme de la fonction publique passent par exemple, on dit 4 heures, on dit 12, on dit 8 heures, mais en réalité, ils n'ont travaillé que 4 heures. Le manque à gagner, est-ce qu'on l'a évalué? C'est pour ça que je dis le chiffre me paraît ne pas être juste. Donc, pour moi, ce n'est pas les heures. Il faut d'abord s'attaquer les heures travaillées là. Est-ce qu'on consacre ça effectivement au travail? Deuxième chose, c'est une très bonne chose qu'on ait parce que pour un pays pauvre, c'est illogique quand même que nous soyons dans la fête et dans la danse. On a combien de fêtes, de jours fériés? 15. C'est énorme. Ajoutez même aux jours de travail où les gens ne travaillent pas. Samedi, dimanche. Samedi, dimanche. Mais dans le privé, là, on travaille tous les jours. Que ce soit samedi ou dimanche. Les gens travaillent. Parce qu'un client ne va pas te poser une question et puis tu as dit aujourd'hui c'est samedi. Et tu vas lui répondre. S'il te donne, il dit je veux te voir à telle heure. Même si c'est dimanche à telle heure, tu bouges. Tu vas l'écouter. Tu vas prendre ses préoccupations. Mais on ne peut pas, les employés, les travailleurs ont des droits. Ça, c'est tout à fait normal. Donc, pour revenir, c'est pour dire que c'est bien. C'est bien qu'on ait réduit, mais il ne faut pas qu'on soit dans le louvoiement. Quand on dit qu'on essaiera de voir, ça sera à la tête. Soit c'est un jour férié, soit c'est chômé, soit ça ne l'est pas. Et les gens se mettent au travail. Maintenant, de façon circonstancielle, de façon exceptionnelle. Lorsque le devoir du pays nous appelle à arrêter le travail pour manifester par rapport à quelque chose, une solidarité par rapport à une cause noble, par rapport à des valeurs, le gouvernement, l'État peut alors, en ce moment-là, décider de dire tel jour, nous n'allons pas travailler, ou bien à partir de telle heure, nous allons baisser les drapeaux par rapport à ça et par rapport à cela. Parce qu'il faut aussi, c'est vrai, vous le notifiez, quand on prend par exemple, il y a des fêtes ou des activités, quand on prend par exemple le SNC, on prend le CIAO, on prend le FESPACO par exemple, il y a des heures où on demande souvent aux travailleurs de cesser à 14h, 15h et puis d'aller visiter aussi. Moi, je ne suis jamais allé, oui, c'est pas une histoire de patriotisme. Quel patriotisme? Moi, je ne suis jamais allé dans leur histoire du SNC et quoi. Mais et les gens qui ne sont pas à Ouagadougou, les gens continuent de travailler. Donc, pour moi, il y a des acteurs, il y a des gens qui peuvent... Et on a toujours des créneaux, on finit le travail, on peut toujours aller. On peut toujours aller. Et rabaisser, diminuer les heures de travail parce qu'il y a telle cérémonie, faire en sorte qu'on dise qu'il y a beaucoup de personnes qui sont allées. Non, ce ne sont pas les travailleurs qui empêchent la manifestation. Ce ne sont pas les travailleurs. Au moins, soyons conséquents. Soit on veut que les gens se mettent au travail, ou bien on ne le veut pas. Si on le veut, il faut prendre une mesure radicale sur la question. Oui, je pense que c'est une idée qu'il faut saluer, c'est très bien. C'est au Burkina Faso ici qu'on constate que les gens veulent la fonction publique arrêter pour se reposer. Je parle spécifiquement de la fonction publique parce que c'est là qu'il y a assez de laxisme. Le privé, comme M. Ouedraogo l'a dit, les gens travaillent. Si tu ne travailles pas, on ne te paye pas. Mais quelle éducation on donne à la jeunesse qui regarde des gens qui veulent plus de jours fériés pour rester à la maison? Pendant que des pays travaillent même la nuit.
des jeunes travaillent sans arrêt. Moi, je connais des gens qui ont fait des pays, des grandes puissances, qui faisaient leur thèse là-bas, mais bien qu'il fasse sa thèse, il travaille et il n'a que 2 heures du matin pour prendre le bus, aller chez lui. Et à 5 heures, il doit reprendre le bus pour aller au travail. Et c'est ce temps-là qu'il va faire chez lui, les 2 heures qu'il va faire dans sa chambre, qu'il va prendre pour écrire sa thèse. Il s'est donné un calendrier d'écrire 2 pages de sa thèse par nuit. C'est dit qu'il rentre à 2 heures, il prend 3 heures, 4 heures du matin, il écrit, il prend 30 minutes de sommeil, et le matin, il reprend le bus pour aller travailler. Vous croyez que ces gens-là, comment ils ne vont pas se développer? Mais nous, on veut être dans la paresse, on veut s'asseoir, on veut boire la bière. Regardez comment les maquis fonctionnent à Ouagadougou. Les gens travaillent la journée juste pour tout dépenser la nuit. Et après, on veut se reposer. Et on veut un développement. Même un Wakman ne peut pas nous amener à un développement si on continue. Aucun Wak, aucun sacrifice sur cette terre ne peut amener un pays où les gens veulent beaucoup plus dormir, veulent beaucoup plus rester à la maison et puis toucher leur salaire. Les gens regardent. C'est pourquoi moi je dis, bon, 11 jours encore, c'est trop pour moi. C'est trop. En Chine, là, même la nuit, vous êtes assis, mais les gens qui travaillent dans la souterraine, fabriquent des véhicules, des motos, et on vient vendre ça ici cher. Il faut supprimer encore les jours fériés. Il y a des jours historiques qu'il faut retenir juste pour commémorer ou bien pour véhiculer des messages culturels, historiques, patriotiques à la jeunesse. Par exemple, le 15 octobre, on pouvait même ajouter ce 15 mai, parce que c'est un jour horrible quand même, mais les gens retiendront que c'est un jour où le président Thomas Sankara a été assassiné. Par exemple, maintenant, on peut donner un message ou encore lire un discours et les gens continuent de travailler. Mais oui, mars qu'on ne supprime pas. Moi, par exemple, les femmes vont dire que je suis contre. Je ne suis pas contre les femmes. L'Afrique connaît beaucoup les valeurs de la femme que tous les pays du monde entier. La fête du 8 mars, c'est une fête mondiale. Mais ça ne veut pas dire que c'est un jour férié sommet dans tous les pays. C'est chez nous que les femmes, que tout le monde est par rapport au travail, le 8 mars, parce que la femme, on dit que la femme doit être libre. Mais arrêtons ces discours, ces concepts. Même dans les jardins d'Éden, la femme n'était pas libre, l'homme n'est pas libre. Chacun doit jouer son rôle dans la société. Il faut arrêter ces choses-là. Moi, je pense que on peut motiver les gens. Même les jours fériés, ceux qui travaillent, peut-être des indemnités de travail jour férié. C'est comme ça dans les mines. C'est comme ça dans certaines sociétés privées où les gens travaillent parce qu'ils veulent gagner quelque chose de plus. Mais les gens veulent le concours pour... même si moi j'ai gagné le concours là-haut, c'est bien. Juste pour des gens démissionnés du privé, pour venir dans la fonction publique, juste pour pouvoir se reposer parce qu'il y a beaucoup de jours fériés. On ne peut pas se développer comme ça. Moi, 11 jours, ça m'étonne que sur 15 jours, c'est 4 jours qu'on enlève. Et pourquoi il y a encore le jour, le 8 mars qui est retenu? Si on veut garder le 8 mars, on peut garder, mais ça peut pas être un jour sommé et payé. Pas seulement le 8 mars, il y en a 11 quand même. Oui, mais il y en a trop. Je prends ça particulièrement parce que c'est une fête vraiment, c'est une journée mondiale. Et dans tous les pays, c'est pas comme ça on fait. Les gens travaillent, mais ils commémorent la journée. D'accord. Voilà. Docteur Gauss, vous réagir rapidement. C'est vrai que c'est un sujet aussi. Oui, globalement, quand on écoute les uns et les autres, nous savons très bien qu'il y a un problème de patriotisme. Que ce soit pour la première... Vous aussi, il faut réduire les jours aussi. Oui, oui. Pour la première carte, nous avons parlé de la décentralisation. Oui. Vous savez très bien que si les problèmes sont posés, c'est parce que les gens ne portent pas leur collectivité, les communes et l'État dans leur cœur. Ça, c'est un problème. Donc, c'est un problème d'abord de patriotisme parce que c'est un problème d'individu. Quand on revient à la deuxième carte, c'est la même problématique qui est posée. Parce que quand on vous paye, vous voulez vous battre réellement pour votre pays, si chacun portait le Burkina Faso dans son cœur et dans sa tête, c'est sûr qu'il allait véritablement travailler à ce que son pays puisse occuper une meilleure place. Donc ça d'abord, mais il faut travailler même les mentalités davantage à ce niveau pour que ce soit les jours même de travail là soient réellement des jours de travail. Qu'on sente que les gens sont motivés. Une administration où on voit des gens démotivés, des gens qui ne... On sent qu'ils font parce que... Même pour l'accueil, on sent qu'il y a un souci véritable. Parce que les gens ne portent pas, ils veulent que des salaires. C'est point. Donc, si on pouvait même pour certains augmenter les jours fériés et jours chômés là, ils allaient applaudir.
Mais pour l'instant, il faut toujours revoir. Parce que, comme je l'ai dit, on doit simplement garder les grandes fêtes. Mais les grandes fêtes même qui tombent les dimanches là, on s'en fout, on ne parle même pas de ça. Puis ça nous compte. Le dimanche, mais déjà même un jour, ça ne travaille pas. Donc ça même, on ne compte même pas ça. Mais le jour où, par exemple, si une Tabaski tombe un lundi, c'est une grande fête, on peut prendre ça en compte parce qu'il ne faudrait pas qu'on soit en contradiction avec ce que nous défendons. Si nous défendons la diversité culturelle et religieuse, il va falloir également prendre en compte certains aspects. Donc, si on prend les grandes religions, les grandes communautés, on peut prendre chaque communauté à ses fêtes. Et si les fêtes tombent un dimanche, on n'en parle pas. Si ça tombe un jour, ça travaille, ou bien samedi, on n'en parle pas non plus. Mais ça tombe un jour, donc on prend seulement ce qui concerne les jours où ça devait normalement travailler. On réduit. Je suis d'accord avec le 8 mars, ça aussi on peut mettre ça de côté, parce que justement, on a une autre façon aussi de célébrer ça. Les femmes ne sont pas d'accord avec vous. Oui, mais on peut mettre ça par exemple. Pourquoi ne pas peut-être ramener ça avec le 15 octobre? Par exemple, notre président a défendu clairement la femme. Si vous suivez ses vidéos, il a clairement défendu. Donc, on peut prendre cette journée-là, mettre certains, par exemple, la journée de la femme dedans. Mais bon, mais comme c'est un truc international, c'est peut-être ça le problème. Parce que nous avons ratifié des traités, des conventions. D'accord. Voilà. Oui, je dis, mais on peut même aller plus loin. Mais pourquoi ne pas le faire en différé pour le faire un dimanche? Un 8 mars qui tombe un mardi, on dit ok, le dimanche prochain, le Burkina va célébrer son 8 mars. C'est tout. Puisque c'est déjà. Et même pour la Tabaski, on pourrait accepter de dire que le jour où ça tombe un jour ouvrable, d'accord, on va en fait faire chômer, mais ça sera rattrapé le samedi pour que les gens exceptionnellement pour qu'on puisse travailler et garder ça. En fait, c'est simplement une question de redimensionnement. Il y a les implications religieuses et coutumières aussi. Non, je n'ai pas dit qu'on ne va pas le faire. Voilà. Ça tombe un mardi, effectivement, ce mardi-là, on ne travaille pas. Mais maintenant, puisque nous sommes dans un pays où il faut travailler pour avoir de l'argent, ce n'est pas grave. On va en fait imputer ça le samedi qui suit là, de la même manière que de façon exceptionnelle, c'est tombé un mardi et qu'on n'a pas travaillé. De façon exceptionnelle, ce mois-là, ce samedi-là, ça sera un jour travaillé. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est toujours imputable sur... C'est ce que moi j'ai dit, hein, le modèle économique que je propose. Ça veut dire qu'à la fin, ça soit répercuté sur le salaire du travailleur et vous allez voir que ça ne va poser aucun problème. Les gens, en fait, ils aiment, comme le dit mon frère, se reposer parce que tout simplement, leur salaire, les variables de leur salaire restent les mêmes. Qu'ils se reposent, qu'ils travaillent, ça reste. Mais si c'est modulable, si c'est indexé, on va dire le terme, sur le salaire, vous allez voir, les gens ne vont même pas broncher. Docteur Ido, on va terminer avec on est en oui, guerre, rapidement. Réellement, au moment où les gens veulent fêter ou faire journée chômée payée, il y a des militaires au front. Nous tous, nous devons avoir cet esprit. Qui n'ont pas de journée chômée payée. Ils n'ont pas de journée chômée payée. Bon, il y a beaucoup de corps aussi qui n'ont pas de journée chômée payée. Ils travaillent. Donc, en réalité, il faut harmoniser. Il faut harmoniser. Il peut même trouver des activités nocturnes pour que la jeunesse, ceux qui peuvent travailler la nuit, c'est les textes, on peut les modifier comme on veut pour que les gens travaillent. Moi, j'ai vu, la nuit dernière, je venais d'un voyage, j'ai vu des gens qui faisaient un pont. Je sais que c'est, si c'est pas Faso Mebo ou encore truc, les gens travaillaient avec des lampadaires la nuit, qui faisaient le pont, vers 22h, 23h, ils travaillaient. Mais si c'est comme ça, les gens ne vont plus rester dans les quartiers à voler, à fumer la drogue ou à faire d'autres choses. Donc il faut que les gens comprennent qu'aujourd'hui, on n'a rien à perdre. Il faut travailler même les nuits quand on a le temps. Il faut le faire parce que c'est vital et le pays en a besoin. Maintenant, ceux qui veulent fêter, les jours, on peut faire des trucs en tout cas différés. Maintenant, ceux qui tiennent, qui paient des taxes, si réellement vous trouvez que votre fête, tiens, votre religion, vous ne voulez pas truc, on ne peut pas faire ça différé, ok. Si tu n'as pas travaillé, on coupe dans ton salaire ou encore tu payes des taxes simplement. On termine avec vous. Oui, puisqu'on n'a pris pas le temps, on va dire un mot sur la troisième carte. Tout à fait. Moi, je pense qu'on dit quasiment la même chose. Sur les questions de fêtes religieuses, fêtes coutumières, ce sont des questions assez sensibles. Effectivement. Pour moi, le principe là, c'est que l'État dit, moi je paye. L'État dit, c'est chômer, payer. Ça veut dire que c'est payer. C'est l'État qui prend le choix sur lui de payer. Nous sommes dans la dynamique aujourd'hui de réduire, de favoriser plus l'esprit du travail. Pour moi, l'idée, c'est ça. Il faut favoriser l'esprit du travail. Il faut que les gens travaillent. Il faut que les gens aient dans leur esprit qu'ils doivent travailler. Maintenant, les jours, on dit fête tombe sur dimanche,
lundi est férié. Moi, je n'ai jamais compris cette logique-là. Si ce n'est pas parce qu'on veut fêter. Si ça tombe sur dimanche, c'est dimanche. Lundi, on reprend le travail. Mais les conventions de dire Pâques est tombé sur des... Moi, je suis chrétien, mais Pâques est tombé dimanche. Lundi, on ne travaille pas. Ça, c'est de la fiction. Parce que lundi, moi, je suis sur mon ordinateur, je suis en train de travailler. En quoi ça diffère fondamentalement? Donc, pour moi, ça tombe dimanche, c'est neutre. Lundi, on travaille. Lundi, on bosse. D'accord. On va dire un mot rapidement sur la troisième carte. La technique nous fait signe qu'il est dit à l'homme. On va faire un tour de table rapidement sur la troisième carte. Désormais, tout ressortissant d'un pays africain désirant se rendre donc au Burkina Faso ne va plus débourser de sommes pour s'acquitter des frais de visa. L'adoption de ce décret vise donc à, d'une part, renforcer la libre circulation des peuples africains et de leurs biens sur le territoire burkinabé, et d'autre part aussi renforcer l'intégration africaine, selon donc la déclaration du ministre de la Sécurité, Mamadou Sana. Alors, le Burkina Faso vient d'entrer dans ce cercle très fermé là, des pays qui donc où les Africains peuvent visiter très gratuitement. On a le Bénin, on a la Gambie, les Seychelles, il y a le Kenya aussi. C'est vrai que le Ghana et le Rwanda allègent totalement leur, comment on appelle, les frais ou les frais d'acquisition du visa. On va faire un tour de table pour répondre à ça. On commence par vous, Dr Ido. Non, moi je pense que c'est un sursaut patriotique. Il faut saluer la dynamique, c'est bien. En Afrique, on n'avait pas besoin réellement de visa pour aller visiter son cousin, son frère, son neveu, dans un pays. Nous sommes africains, c'est tout. C'est un principe qui est en exécution dans toute l'Europe d'ailleurs. En réalité, c'est chez nous que les gens ont mis ces choses-là pour nous diviser et mieux nous séparer et pouvoir nous exploiter davantage. Aux États-Unis, vous pouvez prendre un avion, vous faites 4 heures de circulation, mais vous ne payez pas de visa. Ici, il n'y a aucun pays africain qu'on peut faire en 4 heures. Ici, la Côte d'Ivoire, c'est 15 minutes de circulation. Ailleurs, c'est pareil. Il n'y a pas un pays africain qu'un avion va décoller et faire 4 heures de temps pour arriver. Mais il faut des visas de la CEDEAO, de quoi. Pourquoi tout ça? Mais le président vient encore de montrer que le Burkina Faso, c'est le panafricanisme réel qui vit ici. Et je pense que beaucoup de pays africains, les pays qui restent, vont aussi emboîter le pas pour que la jeunesse, pour que les Africains puissent se sentir chez eux, se déplacer simplement, aller mener leurs activités, faire le commerce partout où ils veulent. Et c'est ça qui va simplement nous permettre de nous affirmer. Docteur Garçon-Nebier. Non, c'est vraiment, il faut applaudir cette décision. Et c'est une preuve, une leçon que le Burkina Faso vient encore de donner sous le leadership du président Ibrahim Traoré. Je pense que c'est une décision à laquelle il fallait venir. On ne peut pas parler d'un panafricanisme creux. On ne peut pas continuer dans cette logique. Et aujourd'hui, si on a pris la responsabilité de dire que notre pays est ouvert, que les autres pays africains également prennent après la leçon et qu'ils ouvrent, comme d'autres États l'avaient fait, on ouvre nos frontières et l'Afrique devient une et indivisible. Et l'unité africaine commence comme ça. J'ai envie de dire que le visa, en contexte africain, c'est une honte. Et je suis heureux de voir que notre État a compris et s'en est débarrassé. C'est tout. Aujourd'hui, le Burkina ne pourrait être réellement ce qu'il projette à la face du monde si en réalité on gardait cette histoire-là continuer. Et la façon intelligente de faire, ça veut dire que ça n'exclut pas qu'on prenne le soin de protéger nos frontières, notre pays. C'est-à-dire que tu veux venir, au moins il y a un formulaire, il faut remplir, il faut expliquer tes motivations. Et c'est ça qui sera après ta responsabilité une fois sur le territoire. Et on va te traiter en fonction justement de ta déclaration d'origine. Mais c'était une honte que de garder aujourd'hui en Afrique, parler de visa, et encore plus au sein de notre espace. Il faut qu'on donne le temps. Et j'invite très rapidement nos frères du Mali et du Niger à ne pas laisser ce verrou-là. Voilà, à ne pas laisser perdurer. Voilà. On termine avec vous. Non, moi je pense que les autres l'ont si bien dit, c'est une cohérence d'ailleurs. C'est une cohérence. Le chef de l'État reste cohérent. Donc c'est à saluer. C'est très très bon. Moi je pense même que le message qu'il envoie, vous estimez que nous sommes un pays infréquentable, nous ouvrons, vous donnons la possibilité de venir et de repartir. Venez voir et vous-même vous allez apprécier. Est-ce que cela aura un impact positif économique?
Bien sûr. Oui, il y a un impact positif économique, oui. Parce que ce n'est pas les frais de visa qui sont les plus importants, mais c'est ce que les gens viendront trouver, voir, consommer et puis produire sur le territoire national. Voilà donc qui a bien dit. Alors, merci à vous d'être venu, M. Roslin Ouedraogo. Docteur Ido, merci d'être venu. Docteur Gao Sounébie, merci. Docteur Gatin, merci d'être venu. Merci aussi à vous de nous avoir suivis depuis vos différentes positions. On se donne rendez-vous samedi prochain pour notre numéro de 4 sur table. Portez-vous bien.